C'est une technologie de rupture qui est tellement forte parce que dans quelques années, on aura de l'intelligence artificielle partout et on ne pourra plus s'en passer clairement. Il n'y a aucun secteur d'activité qui échappera à l'intelligence artificielle. L'investisseur va aller sur l'IA parce qu'en fait, c'est un vecteur de croissance qui est fort. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a une grosse réglementation dans l'Union européenne, on peut craindre surtout à ce que les investisseurs se détournent de certaines entreprises dans l'Union européenne et puis aillent à un endroit où l'IA est moins régulée. Bonjour à tous et bienvenue sur Invest in Tech, le rendez-vous des investisseurs responsables et des porteurs de projets impact. L'intelligence artificielle est au cœur du débat public entre ceux qui craignent sa propagation dans les différents secteurs de l'économie et ceux qui, à contrario, voient son arrivée comme une opportunité. Le fossé est large et le sujet divise. Depuis l'arrivée de l'IA générative, de nombreux acteurs s'interrogent, dirigeants politiques, économistes, chercheurs, sociétés civiles ou encore philosophes. Aucun d'entre eux n'est aujourd'hui capable de prédire l'avenir et pourtant, l'ensemble des segments économiques connaissent une mutation profonde liée à l'arrivée de cette nouvelle technologie. Malgré les opportunités offertes par celle-ci, son usage pose une question centrale, celle de l'éthique. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux invités. Aya Toutar, bonjour. Bonjour. Vous êtes une actrice du Web 3. Vous êtes également dirigeante d'une start-up et vous intervenez auprès des grands groupes et des institutions. Oui, exactement. Donc, j'accompagne les entreprises, les grands groupes et les institutions publiques pour faire leur transformation du Web 2 au Web 3 et donc notamment les former sur les nouveaux outils et les aider dans leur politique de recrutement puisque aujourd'hui, on a besoin de talents qui soient en avance et qui aient même plusieurs coups d'avance sur les technologies qui sont en train de se mettre en place afin de pouvoir travailler dans des conditions qui soient optimales grâce à l'innovation. Merci d'être avec nous. Et pour débattre également, j'ai Vanessa Dourian-Proust. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui. Vous êtes investisseur, donc vous avez créé OneGreen. Vous êtes une actrice de l'écosystème et aujourd'hui, vous accompagnez des startups. En deux mots. Oui, alors j'accompagne effectivement des startups en investissant dans des startups principalement en amorçage, donc ça veut dire des toutes jeunes startups avec OneGreen. Donc aujourd'hui, j'ai investi dans une cinquantaine de startups, soit en direct, soit à travers aussi des investissements que je peux faire dans des fonds, soit en structurant des club deals et en fédérant plusieurs investisseurs pour investir ensemble et soutenir l'innovation. Merci de nous avoir rejoints. Pour poursuivre cette émission, je vous propose un point d'actualité. Le 13 mars dernier, le Parlement européen a voté l'AI Act, une nouvelle loi destinée à réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de l'Union européenne. L'Europe poursuit cette ambition de trouver un équilibre entre innovation technologique et protection des droits fondamentaux. Parallèlement à ces mesures, en France, un rapport sur le sujet vient d'être remis au chef de l'État. Et Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a annoncé le 8 mars dernier, lors de sa visite à l'école polytechnique de Palaiseau dans l'Essonne, la création d'une nouvelle agence ministérielle pour l'IA de défense et la mise à disposition de 800 agents supplémentaires dédiés à l'IA à horizon 2026. Pour rappel, la loi de finances 2024 consacre un budget de 130 millions d'euros à l'IA de défense et celui-ci devrait être porté à 2 milliards d'ici à 2030 selon la dernière loi de programmation militaire. L'État s'organise donc pour mieux implémenter cette technologie à l'ensemble des strates de l'administration, mais sans toutefois répondre à la question centrale de la protection des données. Quid de l'utilisation de celle-ci ? Comment choisir son tiers de confiance et enfin, quel financement adapté pour accompagner cette transition technologique ? C'est ce que nous allons aborder maintenant avec nos invités. Alors, une première réaction peut-être sur l'utilisation des données ? Oui, tout à fait. L'utilisation des données est très importante dans le domaine technologique, pas uniquement dans l'IA, mais dans l'ensemble, puisqu'il faut savoir qu'une donnée, ça parle, et l'utilisateur final ne le sait pas, puisqu'il n'y a pas encore suffisamment d'informations pour pouvoir propager le fait que la donnée est importante, même si on a des lois, notamment la loi RGPD, qui indique que les données personnelles sont très importantes. Il faut savoir que tout type de données qui circulent dans le numérique, et le numérique, ce n'est que des données, permettent, si elles sont utilisées de manière malveillante, de manipuler des comportements ou alors d'être utilisées à mauvais escient, donc d'un point de vue sécurité et d'un point de vue aussi protection des citoyens, le fait de pouvoir contrôler les données qui circulent
circulent sur Internet sont complètement primordiales, que ce soit en entreprise ou que ce soit aussi sur les territoires. Donc il est important que les États protègent les citoyens dans leur utilisation du numérique aujourd'hui. Mais que l'État se saisisse de ce sujet, vous ne trouvez pas que c'est un peu paradoxal alors que la question de la souveraineté numérique n'a pas encore été éclaircie ? Non, je pense que c'est indispensable. Il faut savoir que aujourd'hui, pour pouvoir protéger le citoyen et l'utilisateur sur Internet, la régulation est primordiale. Alors comme ça, c'est vrai qu'on pourrait penser que la régulation serait un frein à la liberté. Moi, je pense que la régulation permet d'avoir plus de liberté puisqu'il n'y a pas de communauté qui puisse fonctionner correctement s'il n'y a pas de règles qui sont mises en place et qui permettent aux citoyens de connaître ses droits, mais aussi ses devoirs. Et il faut savoir que dans le numérique, on a tendance à oublier qu'il y a des territoires aussi, et donc la souveraineté numérique et la souveraineté nationale est aussi présente dans le numérique, puisque on a l'impression qu'il n'y a pas de frontières parce qu'on circule d'un site à un autre comme ça de manière très fluide, alors qu'il y a aussi des territoires numériques et il est important que les États aient aussi des décisions qui soient prises. Bon, après, c'est comme tout, hein, dans la manière de gérer la souveraineté numérique, il y a une gestion qui peut être démocratique et une gestion qui pourrait être dictatoriale. Et sur ce point, justement, vous, Vanessa Proust, qu'est-ce que vous pensez de cette réglementation ? Est-ce qu'elle freine l'innovation ? Parce que trop de réglementation freine forcément l'innovation. Est-ce que du point de vue des investisseurs, ça a changé la donne ? Alors, effectivement, il faut qu'il y ait une réglementation parce que, et c'est ce que vous disiez également, il faut protéger la donnée, sauf que la donnée, c'est quand même le nerf de la guerre pour l'IA, en fait. Quand on a une donnée de bonne qualité, l'algorithme va être performant et donc l'IA et les résultats vont être performants. Donc c'est le nerf de la guerre ou le trésor de guerre de toutes les entreprises. Donc c'est important de le réguler parce qu'il faut faire attention aux données personnelles qui circulent, notamment certaines données sensibles. Mais c'est vrai que trop de transparence, ça veut dire aussi dévoiler ses secrets, sa qualité de données. Et donc ça peut avoir des conséquences dans la bataille pour la compétitivité pour les entreprises. Après, est-ce que là, les investisseurs réagissent en ce moment? Ils ne réagissent pas tellement encore à ce stade à la régulation parce que je pense qu'ils savent qu'un compromis va être trouvé. C'est que la réglementation, elle est nécessaire, mais il ne faut pas freiner l'élan d'innovation. Et là, aujourd'hui, on est face à la nouvelle ère industrielle. C'est une nouvelle révolution industrielle. Et donc, c'est important qu'à la fois dans les faits et dans la perception, on n'ait pas le sentiment d'un frein parce que sinon, en fait, les entreprises vont se poser des questions et ça va probablement les freiner dans l'adoption de l'IA. Donc pour vous, les investisseurs aujourd'hui voient cet encadrement législatif simplement comme un certain nombre de règles, mais est-ce que dans les faits, ils les contournent ? Est-ce qu'ils sont plus sensibles, par exemple, quand ils investissent dans de nouvelles entreprises? Est-ce qu'ils regardent à ce que les business models ne soient pas forcément adossés à l'IA, ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, il y a un vrai engouement pour cette discipline? Il y a plutôt un vrai engouement pour l'IA. Si c'est la prochaine révolution industrielle, si ça fait gagner des gains de productivité, ça permet d'être plus compétitif, d'améliorer la qualité de service, d'augmenter l'être humain, en fait, en réalité, il faut absolument investir dans l'IA. Donc les investisseurs, ils investissent plutôt dans l'IA, que ce soit un IA développé avec des propres données, un propre modèle algorithmique, ou alors une IA où on va simplement se connecter à ChatGPT ou Mistral AI, les investisseurs regardent. Et ce qui est sûr, c'est qu'après, en fait, les capitaux, ils sont mobiles. Donc l'investisseur va aller sur l'IA parce qu'en fait, c'est un vecteur de croissance qui est fort. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a une grosse réglementation dans l'Union européenne, on peut craindre surtout à ce que les investisseurs se détournent de certaines entreprises dans l'Union européenne et puis aillent à un endroit où l'IA est moins régulée. Mais on n'en est pas là parce qu'en fait, pour le moment, il y a des contours qui ont été faits. J'ai l'impression que, y compris en France, il y a des signaux positifs qui se veulent rassurants sur l'IA et le fait qu'il faut une réglementation nécessaire, mais qu'en tout cas, on ne va pas freiner l'innovation. Donc, c'est des signaux positifs. À ce stade, début 2024, il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits dans des startups. Aujourd'hui, toute startup a une brique IA. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres pour que ce soit un peu plus évocateur? Par exemple, combien d'entreprises aujourd'hui, en moyenne, investissent dans l'IA? Est-ce que vous avez une proportion peut-être moi, dans tous les dossiers que je regarde et que je reçois de startups, toutes ont
un volet IA. intelligence artificielle. Voilà, alors soit, c'est pas nécessairement de la deep tech en fait, mais toutes vont utiliser de l'IA, une connexion à ChatGPT ou à Mistral AI, elles vont toutes l'utiliser parce que c'est vrai que ça fait gagner en productivité et ça améliore certaines tâches. Donc elles vont le faire, et puis donc il y a soit ça, soit celles qui vont être carrément deep tech, donc ça veut dire qu'ils vont développer leur propre algorithme. Mais là, aujourd'hui, dans les startups, c'est sûr que, je dirais, 9 startups sur 10 utilisent à un moment donné l'IA. En revanche, dans les entreprises, on n'est pas là, c'est à peu près 10% des entreprises actuelles, des PME, des ETI qui utilisent l'IA. Donc il y a quand même un fossé justement entre les jeunes pousses et les entreprises plus établies. Faisons un focus sur Mistral AI, puisque la France veut développer son intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots sur Mistral AI, qui au départ était franco-français et qui aujourd'hui prend une tangente bien différente ? Oui, ce qui est intéressant avec Mistral AI, c'est qu'ils ont quand même réussi à s'imposer en 7 mois, ce qui est absolument énorme. Donc, quand même, il faut dire qu'on a des talents en France parce que faire ce qu'ils ont fait en 7 mois, ils ont quand même réussi à avoir le même niveau que ChatGPT 3.5. Donc, c'est beaucoup en sachant qu'ils sont seulement 22, donc ils ont 22 salariés. Bon, ce sont quand même des ingénieurs qui sortent des plus hautes écoles d'ingénieurs en France. Il y a quand même des investisseurs qui sont américains. Exactement. Au départ, on voulait un produit purement français. Oui. Et finalement, on fait appel à des fonds américains. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à garder nos talents en France et pourquoi est-ce que nos investisseurs ne se disent pas, pour rester purement sur un produit tricolore, j'investis massivement, comme vous le disiez, dans la deep tech et je garde mes produits à l'intérieur du territoire. Pourquoi est-ce qu'on est toujours appelé à aller à l'international pour ce type de financement de recherche et développement ? Alors moi, j'apporterais une petite nuance. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de fonds américains qui sont rentrés dans Mistral AI. Après, il faut savoir qu'en France, on n'est quand même pas en retard parce que si on fait un petit tour dans le passé et qu'on part du document de Villani de 2018 qui faisait déjà pas mal de propositions sur comment développer l'IA. Je pense que la France a quand même une vraie ambition pour pouvoir avoir une place importante au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Et après, il faut savoir qu'on est sur une technologie qui est extrêmement complexe et qui demande énormément de fonds. Il faut vraiment beaucoup de fonds. De très gros capitaux. Ah oui, de très, très gros capitaux. Et c'est à ce niveau-là que le bas blesse. Par exemple, quand on regarde le rapport qui a été remis au chef de l'État le 13 mars dernier, la commission de l'intelligence artificielle préconise la création d'un fonds dédié avec une dotation de 10 milliards d'euros. On en est encore loin avec nos 130 millions d'euros qui sont dédiés dans le PLF 2024. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est vrai que 130 millions par rapport aux 10 milliards ou même aux 5 milliards qu'il faudrait investir chaque année et qui est mentionné également dans ce rapport, c'est sûr qu'on est un peu loin. Après, dans les faits, la France est quand même beaucoup les entreprises et les startups et donc les startups qui font de la recherche et de la deep tech parce que donc à chaque fois qu'il y a une levée de fonds, la plupart du temps la BPI investit aux côtés des investisseurs. En fait, la BPI, elle est, je crois, dans 50% des startups qui lèvent des fonds, la BPI vient en finançant. Donc ce sont des emprunts, donc ce qu'on appelle du financement non dilutif, mais il y a ces éléments-là. Il y a aussi des crédits d'impôt recherche et innovation. Donc en fait, il y a pas mal de dispositifs en France. En dehors de ces investissements. Oui, voilà, et il y a pas mal aussi de partenariats avec des laboratoires de recherche. En fait, en réalité, à ce stade, on n'est pas en retard. Et d'ailleurs, pour reprendre aussi le sujet sur Mistral AI, c'est vrai qu'il y a pas mal d'investissements qui viennent de fonds étrangers. Parce que en France, on est plus frileux pour investir de tels montants. C'est France et Europe. Est-ce qu'on a tendance, justement, en France, si on décortique un petit peu notre logique de pensée d'investissement, est-ce qu'on a tendance à se dire, on attend que les autres fassent, et une fois que ça fonctionne, on se lance. Est-ce qu'on n'a pas un problème justement à prendre des risques en France ? D'un point de vue universitaire ou start-up, non, mais c'est vrai que d'un point de vue financement, on est, je pense, structurellement un peu plus frileux, probablement. En revanche, moi, le point positif que je vois, parce qu'on peut voir aussi le verre à moitié plein, c'est le fait que Mistral AI a été perçu comme une alternative crédible et donc a attiré des fonds étrangers. Et ça, c'est aussi important, en fait. C'est vrai que c'est des fonds étrangers qui investissent dans des sociétés françaises. Donc, c'est vrai que d'un côté, une part du capital part, mais d'un autre côté, ça veut aussi dire justement que la France est crédible et propose des alternatives qui plaisent à des investisseurs étrangers. Pour vous, cette entreprise, finalement, a gagné en attractivité puisqu'elle a attiré des capitaux étrangers. Donc, c'est plutôt une bonne manière de se développer à l'international.
Mistral AI a récemment fait un partenariat avec Microsoft. Oui, exactement. Quid de ce partenariat ? Alors, si on revient sur la partie souveraineté numérique, c'est vrai que la question qui peut se poser, c'est qu'à partir du moment où on a des investisseurs étrangers, peut-être qu'ils peuvent avoir une influence sur la manière dont va se développer la technologie et la manière aussi dont vont être stockées les données et vont être utilisées les données. Oui, puisque je le rappelle aujourd'hui, ce sont majoritairement les Américains qui hébergent nos données sensibles. Oui. Donc Oui. nous sommes à ce titre dépendants de ces Exactement. clouds. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette problématique aujourd'hui Alors moi, je pense que l'écosystème est quand même très actif et que d'une manière générale, l'écosystème tech français est très actif. Là, je pense par exemple au lab QTI qui a été notamment initié par Xavier Niel et qui est un lab qui est dédié à l'intelligence artificielle. Et le but, c'est de développer la technologie de l'intelligence artificielle d'un point de vue open source, mais aussi open science. C'est-à-dire que les données vont être partagées et on va pouvoir collaborer avec plein de talents à l'international pour développer l'intelligence artificielle. C'est une initiative qui est française et qui est tout à fait louable et qui est bénéfique pour la France puisqu'elle montre sa volonté de développer l'intelligence artificielle et elle montre aussi qu'elle est active et qu'elle met des fonds. Et encore une fois, c'est une technologie de rupture qui est tellement forte parce que dans quelques années, on aura de l'intelligence artificielle partout et on ne pourra plus s'en passer clairement. Il n'y a aucun secteur d'activité qui échappera à l'intelligence artificielle. Et le projet est tellement fort, il est tellement lourd et il est tellement impactant qu'il nécessite vraiment énormément de fonds et de savoir qu'on a des acteurs français comme Xavier Niel et d'autres, parce qu'il y en a encore plein d'autres, qui ont ce genre d'initiative. Ça positionne quand même la France comme un acteur majeur dans cette technologie et dans la tech en général. Donc vous pensez qu'il y a une véritable volonté politique et économique Oui. des acteurs de l'écosystème à faire avancer ce sujet. Est-ce qu'il n'y a pas là la question de la création de nouveaux data centers, par exemple, à envisager? Est-ce qu'il n'y a pas, vous parlez de capitaux importants, finalement, est-ce qu'il n'y a pas matière à réfléchir aussi sur la création de nouveaux centres de stockage de données pour pouvoir avoir la main sur nos données sensibles? Ah si, je pense que c'est complètement essentiel. Je pense qu'en termes d'infrastructure, il y a encore plein de choses à faire et que l'intelligence artificielle va être un prétexte ou même un booster pour pouvoir accélérer tous les projets qui vont dans ce sens. Vanessa, vous avez accompagné une 50aine de startups et vous le disiez au démarrage de cette émission avec un volet IA qui est finalement central et qui se retrouve sur l'ensemble des dossiers. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir justement de cette technologie au sein des entreprises tricolores ? Il faut que l'ensemble des entreprises, donc pas simplement les startups, mais l'ensemble des entreprises puissent bénéficier de l'IA. Et c'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui ont ce qu'on appelle des directions techniques, des data scientists, donc qui sont déjà un peu formés et sensibilisés. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus traditionnels et qui sont pas encore dotés de capacités pour bien exploiter l'IA. Et c'est pour ça qu'il y a certaines startups qui proposent des services pour aider les entreprises à mieux s'approprier l'IA. Donc en fait, elles vont préparer des prompts qu'on peut faire sur ChatGPT. Donc des prompts, c'est des instructions qu'on va donner à ChatGPT ou à Mistral AI pour donner des solutions. Donc en fait, vous avez notamment NeoFounder qui est plutôt bien positionné sur ce segment, mais peut-être d'autres aussi, oui, qui accompagnent les entreprises dans cette acculturation de l'IA. Oui. En termes de capitaux, et je reviens encore à cette question centrale du financement, parce que c'est aussi le but de l'émission, de financer l'innovation. À votre avis, combien de capitaux il faudrait pour acculturer les entreprises françaises? C'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui est important de souligner, c'est que les entreprises françaises peuvent aussi investir dans l'IA. En fait, elles peuvent investir soit en se formant, en faisant appel à des startups, en travaillant à des startups, et elles peuvent aussi créer ce qu'on appelle des corporate ventures, donc un département investissement au sein des entreprises pour investir dans l'IA. Après, c'est sûr que ça se compte en milliards d'euros, mais c'est vrai que c'est important de joindre les deux écosystèmes. De faire cette transition finalement pour les dirigeants d'entreprise, c'est aujourd'hui une nécessité si on ne veut pas perdre la course. Oui, parce qu'en fait, la bataille pour les premières places, elle n'est pas simplement en France ou en Europe. C'est vrai qu'on est face à plusieurs pays et acteurs, donc en Chine et aux États-Unis. Donc en fait, la compétition, elle est mondiale et c'est important de travailler main dans la main avec des startups qui sont beaucoup plus agiles, qui elles justement ont bien compris comment utiliser l'IA, avec des entreprises plus établies, avec des vrais produits pour créer ces synergies.
Donc vous préconisez plutôt la création de venture capital au sein des entreprises. Vous préconisez à tous les dirigeants d'entreprise finalement de se saisir du sujet pour ne pas être en retard sur ces questions. Est-ce que d'un point de vue de la compétitivité sur le plan mondial, vous l'avez dit, aujourd'hui les entreprises françaises ont, je dirais, des fleurons en matière d'IA? Est-ce qu'aujourd'hui on a quand même une place prépondérante sur cet échiquier mondial? Là, on est au début de la révolution industrielle. C'est vrai que pas mal disent aujourd'hui l'IA c'est comme un enfant de 9 mois, donc ça va évoluer très très rapidement. Donc là aujourd'hui, avec les annonces qui ont été faites, la France est en bonne position. Même au sein de l'Europe, en fait, c'est pas le seul pays. Et alors, il y a aussi la Grande-Bretagne qui est très très bien positionnée. Ce qui est sûr, c'est que si on fait tous ces investissements, si la perception des entreprises, c'est que il faut utiliser l'IA, donc ça va passer par la formation, par l'acculturation. La France est, en tout cas, pas en retard et a toutes ses chances pour avoir une bonne place dans l'échiquier mondial sur l'IA. Nous avons savoir-faire, la technologie, nous avons d'excellents centres de recherche, des ingénieurs de haut niveau, donc nous avons véritablement les atouts. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit au sein de cette émission, c'est véritablement la question du financement qui va se poser et le fait de devoir mettre des capitaux très importants pour rester compétitif face à cette concurrence mondiale. Merci mesdames d'être intervenues sur ce sujet sensible. C'est un débat qui va se prolonger. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de votre confiance et d'être plus nombreux à nous suivre chaque mois. Je vous rappelle que vous pouvez interagir, poser toutes vos questions et les thèmes que vous souhaitez retrouver dans nos prochaines émissions. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.